Et avec les conférences Raphaël, ça ne s'arrête pas là, il faut être le plus exhaustif possible avec tous les sujets qui peuvent sortir. Et donc, ce sujet de pédiatrie, qu'est-ce qu'il nous propose? Un enfant qui a une dyspnée tout rauque aboyante. Donc là, c'est simple. Si vous avez une toux rauque aboyante, c'est plutôt au niveau laryngé. Si vous avez aux deux temps, c'est plutôt trachéal. Et si vous avez uniquement une dyspnée expiratoire, c'est qu'on est au niveau des bronches ou des bronchioles. Donc là, on est devant une laryngite suite à une rhinopharyngite. Le diagnostic qu'on envisage, quelle est la laryngite aiguë virale la plus fréquente? C'est ce qu'on appelle la laryngite sous-glottique qui se traite le plus volontiers par des corticoïdes péros et si on est aux urgences, des aérosols d'adrénaline qui ont montré une meilleure efficacité. Mais le traitement de la laryngite sous-glottique, on va passer vite parce que je ne pense pas que ce soit sortable en tel quel. L'important c'est de savoir l'identifier. Laryngite aiguë sous-glottique, les signes cliniques qui peuvent orienter le diagnostic étiologique. Autrement dit, quelles sont les causes de la laryngite sous-glottique? Et puis en fonction de ça, on va chercher les signes cliniques qui peuvent nous dire « Ah, voilà, c'était cette cause ou cette cause ». Ben, la première, c'est évidemment la cause virale, puisque la laryngite sous-glottique, c'est avant tout une infection virale. Donc il faut chercher tout ce qui est en faveur d'un virus. Il y a un des virus qu'il faut chercher tout particulièrement, c'est la rougeole, puisqu'on sait que dans la phase pré-éruptive de la rougeole, il y a ce qu'on appelle un catarrhe oculo-laryngo nasal, ben, ils ont en même temps le nez qui coule. Et donc, quelle est à cette phase pré-éruptive quelque chose qui va nous permettre de faire un diagnostic en disant la semaine prochaine il fait des boutons? C'est la recherche du signe de Koplik. Et puis il y a les laryngites allergiques ou malformatives, exceptionnellement le rachitisme, qui peuvent, mais c'est non coté, qui peuvent nous donner un élément, on va dire, clinique qui peut avoir un intérêt étiologique. Mais ce qu'il faut retenir, laryngite sous-glottique, le plus souvent, c'est d'origine virale. Et attention, est-ce qu'il n'y aurait pas une rougeole en dessous? Et puis, en cas de récidive, évidemment, vous allez ne pas oublier l'inhalation de corps étrangers. Dans tous les cas, les laryngites aiguës récidivantes, il faut faire une laryngoscopie pour voir si ce n'est pas malformatif, inflammatoire ou obstructif. Je vous rappelle que la tumeur, le cancer, des cancers ORL chez l'enfant, ça n'existe pas. Au moins en équerre, à l'ECN, en tout cas, ça n'existe pas. Puis la semaine suivante, paf, les boutons, et donc on est dans ce diagnostic de rougeole, très probable. Donc vous voyez le dossier, laryngite, puis ensuite la rougeole. L'attitude médicale et administrative, il n'y a pas 10 000 maladies à déclaration obligatoire qui font partie des maladies éruptives. C'est la rougeole qui est à déclaration obligatoire, et puis évidemment le purpurin infectieux sévère, un méningocoque, qui est la maladie à déclaration obligatoire numéro 1. Donc, il faut déclarer, mais alors, il faut déclarer quand? À votre avis, tout de suite? On attend la confirmation biologique? Ou bien on dit, bon, je ne déclare pas, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Quand il ira à la PMI, je vais l'envoyer à la PMI qui va déclarer. Ben, la réponse, non, c'est une déclaration obligatoire. Avant, on disait la DAS, maintenant c'est l'Agence régionale de santé. Et il faut faire des examens complémentaires, systématiquement, mais dès qu'on a la suspicion clinique, on déclare. Et on fait les examens complémentaires, et une fois qu'on a le résultat des examens complémentaires, on confirme la déclaration qu'on avait suspectée antérieurement. Autrement dit, meilleur en est, plus on travaille. C'est double peine, puisque t'es bon, tu suspectes, tu déclares une fois, tu confirmes, ah ben oui, tu déclares une deuxième fois. Alors que celui qui a plus un blaireau et qui dit « Ah oh, je ne sais pas ce que c'est, je vais demander des examens » et qui dit « Ah ben oui, c'est une rougeole », il déclare qu'une fois. Mais c'est comme ça à l'ECN, soyez bons, soyez très bons et vous pourrez ensuite changer un petit peu les lois qui sont manifestement injustes, comme vous le voyez ici. N'oubliez pas l'éviction de la collectivité pour une rougeole, qui est une maladie, évidemment, qui est très très contagieuse.
comment on fait le test de confirmation du diagnostic? Ben, les tests dans la salive moyens, on fait surtout des PCR qui sont dès les premiers jours de l'éruption très très positives. Autrement dit, c'est véritablement l'examen de choix si on fait les éléments le plus tôt possible. Alors ici, je vous ai fait un copier-coller parce que j'ai trouvé la touche pour faire copier-coller il y a peu de temps. Je sais que ça vous semble ridicule, mais j'avais du mal à la trouver sur mon ordinateur. Toujours est-il que voilà la loi au journal officiel en 2005 qui montre bien que quand on a donc le signe de Koplik, hein, qui sont ces éléments blancs, rouges, adjacent à la première prémolaire, il faut l'envoyer chez le dentiste, hein, ce jeune homme en plus, et bien à ce moment-là, l'association fièvre, éruption associée à un des signes, conjonctivite, coryzale, toux, signe de Koplik, la toux, c'est la fameuse toux aboyante des laryngites, et bien biologiquement, le mieux, c'est effectivement de faire une PCR pour pouvoir arriver à définir la valeur prédictive positive de cette rougeole. Alors là, on annonce le diagnostic de rougeole. Alors le diagnostic de rougeole, c'est l'enfer pour tout le monde. Et alors vous pouvez avoir un dossier entier sur, alors qu'est-ce qu'on fait, alors les parents, quels âges ils ont, et effectivement, en gros, quand on a une rougeole, ben, si on a des parents qui sont nés avant ces vaccinations obligatoires, il faut leur faire une dose de vaccin. Et autour d'un cas de rougeole, si on répond bien à la définition des sujets contacts, hein, en sachant que la période de contagiosité, c'est de la veille des premiers symptômes, là où il y a eu la fièvre et la laryngite, jusqu'à 5 jours après le début de l'éruption, eh bien, chez tous les gens qui sont sous le même toit ou en collectivité, ils doivent avoir eh bien, une dose de RER. S'il y a énormément de cas groupés, il en faut même 2. Et pour les professionnels de santé, c'est-à-dire l'externe, etc., il faut également avoir une remise à niveau de toute cette vaccination rougeoleuse. Et alors le pire, c'est si on a un petit qui a moins de 10 mois et puis une femme enceinte. Pourquoi 10 mois? C'est parce qu'on sait que en dessous de 6 mois, ça pose peu de problèmes le plus souvent parce qu'il y a les anticorps de la mère qui protègent l'enfant. Et puis à partir de 10 mois à 1 an, ben, généralement on les vaccine. Puisque vous savez que c'est 9 mois à l'entrée en collectivité ou 12 mois s'il n'est pas entré en collectivité. Mais là, on est avec une mère enceinte qui, en plus, manifestement, n'a pas eu la rougeole. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est simple. Hein. Pour Kevin, il a 11 mois. Est-ce que ça lui vaut le coup de le vacciner? Ben, la réponse est non, parce que ça vaut le coup que si on lui fait le vaccin dans les 3 jours qui suivent la contagion éventuelle avec la rougeole, le contact éventuel. Là, pour Kevin, c'est trop tard. Donc, moins de 72 heures après le comptage, oui, on donne une dose qui permet de protéger le petit nourrisson. Par contre, si on est à plus de 3 jours et à moins de 6 jours, donc vous voyez que là, je vous ai dit 5 jours, je ne l'ai pas dit au hasard, on a la possibilité de faire des immunoglobulines polyvalentes qu'on ne fait pas chez l'enfant bien portant, qu'il n'y a pas de problème. Mais le petit nourrisson de moins de 1 an qui est très exposé à des rougeoles sévères et la femme enceinte à l'embryophétopathie rougeoleuse en plus, il faut faire des immunoglobulines polyvalentes dans ce cadre-là. Comme vous le voyez, ça fait l'objet d'une circulaire ministérielle qui n'est pas si récente que ça. Donc, à la mère comme à l'enfant, on propose des immunoglobulines polyvalentes. La première chose évidemment à faire, c'est confirmer la rougeole chez le petit et chez la maman avec les PCR dont on parlait tout à l'heure
qui sont très rapidement positives et très spécifiques. Donc il fallait donner des immunoglobulines non spécifiques à la mère et à l'enfant. Ludovic, il est gardé en crèche. Qu'est-ce qu'on dit à la directrice de la crèche? Est-ce qu'il faut fermer la crèche? Il faut savoir qu'il ne peut retourner à la crèche qu'après un délai de 5 jours, après le début de l'éruption, et qu'il faut vacciner très tôt tous les enfants qui étaient dans la même section que lui, en sachant que les 6 premiers mois, souvent, ils sont couverts, mais après, ils ne le sont pas. Donc ici, vous avez toujours cette même circulaire pour dire voilà ce qu'il faut faire en cas de contact avec un enfant qui a une rougeole. Vous allez me dire, est-ce que c'est possible qu'on pose des questions aussi précises? La réponse est oui, parce que là, on a des vraies circulaires précises. Donc, vaccination des sujets contacts avec deuxième dose 3 mois plus tard, et les personnels sans antécédents de rougeole ou n'ayant pas reçu 2 doses, eh bien, ont droit à 1 dose de vaccin rougeole. Donc, éviction dans 2 situations, sujet atteint de rougeole 5 jours après le début de l'éruption, et puis les enfants, des parents qui refusent la vaccination, malheureusement, ça existe, et ça peut poser des problèmes. Dans les établissements scolaires, ça c'est moins sortable, c'est plutôt un problème de crèche qui pourrait sortir. Et puis les complications, est-ce que la rougeole c'est complètement bénin? Si on fait tout ce pataquès, c'est que non, évidemment. Il y a des complications à court terme, des complications à plus long terme. En ce qui concerne les complications à court terme, c'est la pneumonie rougeoleuse, qui est soit une pneumonie due au virus, soit une pneumopathie de surinfection. Et puis, malheureusement, à long terme, il y a cette fameuse, alors ça c'est impossible à retenir, la pancéphalopathie ou la leucoencéphalopathie sclérosante subaiguë de von Boyart, je crois même qu'il y a 2 G. Eh bien, ça, c'est l'encéphalopathie tardive. L'enfant, il va bien dans le meilleur des mondes, et puis 8 à 10 ans plus tard, il commence à faire une sorte de sclérose en plaques qui va petit à petit le rendre à l'état végétatif en quelques années. C'est horrible, et 8 à 10 ans plus tard, on fait des ponctions lombaires chez ces enfants, et on trouve encore de l'ARN viral de la rougeole, qui est encore en train de circuler. Autrement dit, une rougeole qui est apparue complètement parfois complètement inaperçu, ou parfois on a fait le diagnostic, on a dit très bien, ok, ça va bien se passer, et puis intervalle libre, et puis 8 à 10 ans plus tard, une catastrophe neurologique et psychomotrice. Et c'est pour cela qu'il faut véritablement vacciner et bien s'assurer de la vaccination de tous les nourrissons. Et là, il y a des épidémies de rougeole actuellement, et malheureusement, je crains que dans 10 à 15 ans, on se retrouve avec des soucis de leucoencéphalopathie subaiguë sclérosante, on va dire diagnostiquée de manière importante. Donc ici, il y avait peu d'items qui étaient déclinés, mais la rougeole, c'est sortable de plus en plus, et donc il faut faire attention et bien savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans un environnement et dans l'entourage d'un enfant qui est suspect d'une rougeole. J'espère que là, on a décliné les choses de manière très précise pour que vous puissiez les avoir en tête. Autrement dit, si la rougeole tombe, vous direz merci les confs Raphaël, au moins on a fait un dossier entier là-dessus et on sait exactement comment se comporter de manière efficiente vis-à-vis d'une suspicion de rougeole et de son entourage.